effectivement, je ne vais pas vous parler de forêt ou peu, je vais peu vous parler de zones cultivées, je vais vous parler un peu de l'entre-deux, des zones pastorales et du Saltus, comme on dit. Quelques éléments de contexte. Parc national des Cévennes, j'espère que vous savez tous où ça se trouve. Au sud du Massif central, limite de zone méditerranéenne. Ça a son importance en termes de climat. La caractéristique de ce parc, c'est d'être un parc habité et d'avoir une activité agricole relativement importante, puisqu'on compte à peu près 400 agriculteurs qui travaillent ou qui interviennent en zone cœur de parc, et puis à peu près 1700 sur l'ensemble de la zone de compétence, donc zone d'adhésion en plus. Hein, vous voyez les zones rouges. Pardon, hop, tac. Voilà. Zone rouge, zone cœur, zone verte, zone d'adhésion. C'est un parc qui a été profondément modelé par la main de l'homme, hein, que ce soit des vallées avec de très nombreuses terrasses ou les canaux d'irrigation qu'on appelle ici les béales, toujours à des fins en priorité agricole, hein, mais aussi d'alimentation en eau des hameaux. Les zones les plus élevées étant réservées au pastoralisme, et à ce titre, le parc est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pastoralisme sous deux formes aujourd'hui, une bovine et une ovine, ça a aussi son importance en termes d'action sur le milieu. Alors, si on a l'activité de l'homme, on a aussi des habitats importants, des habitats patrimoniaux, trois ici, des tourbières, et puis beaucoup de zones de pelouse, qu'elles soient des pelouses calcicoles, un mésobromion ici, ou des pelouses plutôt d'altitude préalpine, une pelouse à nard ou une pelouse à bruyère. Le constat depuis la création du parc en 1970, c'est une fermeture du milieu. Donc à peu près, les chiffres donnent à peu près 15% de perte de milieu ouvert. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu ouvert? La définition n'est pas évidente. Un milieu ouvert, c'est un milieu dans lequel les animaux peuvent circuler, sans pour autant être dénués de ligneux. Alors les causes, avant les causes, voici ce que ça donne un peu. On a deux phénomènes. Un phénomène de fermeture par les ligneux qui sont souvent des résineux, du pin accroché en l'occurrence, ou alors du buis sur le causse, puis c'est une plante cassicole, et puis aussi une dynamique de ligne bas par la lande, ici de la lande à genêt qui ferme totalement le milieu, au détriment, par exemple, des zones de pelouse sur lesquelles on a une diversité en général beaucoup plus importante. Les causes, elles sont quand même globalement connues. Donc, une déprise agricole qui fait que beaucoup moins de bras pour entretenir des zones qui sont difficilement mécanisables. Donc, on concentre l'activité sur les zones les plus mécanisables. Donc au détriment de ces espaces pastoraux qui se referment et s'embroussaillent. L'entretien qui se fait aujourd'hui de ces zones est sous deux formes. Donc l'écobuage, c'est pas récent, hein, c'est pratiqué quand même de longue date en Cévennes. C'est la façon de le pratiquer qui a évolué. Il s'est longtemps pratiqué d'une façon qui s'appelle à la mat, c'est-à-dire par petites tâches. Aujourd'hui, on a des espaces beaucoup plus grands qui sont brûlés. Par faute de temps, par faute de personnes. Et puis, c'est un peu la fuite en avant. On a de plus en plus d'embroussaillements, donc il faut ouvrir de plus en plus grand. La conséquence de ça, c'est qu'on a des températures qui sont supérieures, avec une dégradation des sols qui est plus importante, et donc un risque accru d'érosion. L'autre moyen d'entretien, c'est le girobroyage, donc par des interventions mécaniques, qui a comme avantage de pouvoir s'attaquer à des ligneux un peu plus gros, mais qui a aussi comme inconvénient, d'une part, de créer un mulch important au sol, qui bloque un peu la reprise de cette strate herbacée, et puis aussi le fait que ce soit une intervention mécanique, ça a un coût, et donc souvent ces interventions ont besoin d'un financement externe pour être réalisées.
Donc en partant de ce constat, la position, ça a été de se dire on va travailler sur ces milieux ouverts et de prendre la position de se dire que cette broussaille, finalement, on va appeler ça la broussaille, ça pourrait être une ressource. Et ça l'a longtemps été en termes de pastoralisme, la broussaille, et à deux titres. Déjà en termes de résilience, c'est-à-dire que ce sont en général des plantes qui se comportent beaucoup mieux, par exemple avec la sécheresse. Et puis en termes de report sur pied, pour ce qui est tout ce qui est herbacé, le report sur pied, c'est la capacité d'une plante à pouvoir garder son appétence, c'est-à-dire sa qualité d'intérêt pour le bétail, plus longtemps à partir du moment où elle est à épiaison. Ça, c'est plutôt une entrée pastorale et écolo. Quel intérêt pour l'agriculteur? Pour l'agriculteur, ça peut être un intérêt d'autonomie fourragère. Avec le changement climatique, et je peux vous garantir qu'il est admis au niveau de la profession agricole au sein des Cévennes, c'est pas quelque chose d'hypothétique, c'est réel. La question de l'autonomie fourragère se pose réellement. Alors, est-ce qu'on achète à l'extérieur ou est-ce qu'on essaye de trouver sur pied et en local toute la ressource dont on a besoin? C'est stratégique, ce sont des questions stratégiques, mais elles se posent au quotidien. En termes de méthode, alors la méthode d'avancée, elle repose déjà sur une notion essentielle, c'est de travail conjoint entre techniciens et agriculteurs. L'entrée, elle se fait par le système agricole, c'est-à-dire comment fonctionne l'exploitation. Quel est le besoin de l'agriculteur? Quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté? Donc la première chose, c'est un diagnostic d'exploitation. Quelle est l'utilisation des parcelles? Comment sont répartis les lots? Comment tourne l'exploitant? Et à quel moment il a besoin du maximum de ressources? La deuxième chose, c'est un diagnostic plus écologique, un diagnostic pastoral. On identifie au niveau de la parcelle la ressource. On identifie également les enjeux écologiques. Est-ce qu'on a des habitats, des zones humides, des habitats d'intérêt communautaire, des espèces à enjeu? Et puis, dans un troisième temps, on se fixe un objectif. Est-ce que c'est un objectif de réouverture? Est-ce qu'on laisse carrément tomber des endroits où on n'a pas de temps à perdre, où l'agriculteur n'a pas de temps à passer à réouvrir? Et puis, les moyens de réaliser ces objectifs. Voilà. Dans un deuxième temps, puisque tout ça, on a accumulé énormément de données et de savoir-faire, c'est la création et la mise en place d'un réseau pastoral. Ce n'est pas nouveau non plus, hein, ça existe ailleurs. Il y a le réseau pâturagiste, il y a un certain nombre de réseaux qui existent aujourd'hui, mais c'est un des moyens de pérenniser en fait le travail. On parlait ce matin des MAE, c'est un des moyens qui peut être mis en place pour faire perdurer des actions agri-environnementales. Alors les outils qu'on a utilisés. En 2014, le parc a adhéré à un LIFE, le LIFE Milouve. Il y avait les SEN qui étaient engagés dedans, l'IDEL, l'Institut d'élevage, les chambres départementales et la chambre Occitanie, qui a une grosse compétence pastorale, donc les chambres d'agriculture locale. Et dans ce cadre-là, l'IDEL avait mis en place des diagnostics qui s'appelaient Stratpasto et Stratalim, de diagnostic des exploitations et de diagnostics pastoraux. Donc on a utilisé au départ ces outils qui se sont avérés plus ou moins adaptés, qui ont évolué aussi au cours du temps, et aussi beaucoup appuyé sur le travail d'un bureau d'études qui s'appelle Scopella et qui a mis des outils en place dans le cadre d'un réseau pâturagistes. Donc avec tous ces outils-là, on s'est aussi formé sur la question pour arriver aujourd'hui à un résultat qui est finalement pas si mal, puisqu'on a concrétisé ça avec aujourd'hui un outil financier au travers des mesures agri-environnementales qui est la mesure de gestion pastorale, et on respecte exactement la méthode dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire une entrée exploitation, une entrée milieu, habitat, unité de gestion, et puis on se fixe des objectifs, et de quelle façon on les atteint. Pour terminer, deux autres expérimentations sur lesquelles on a l'occasion de travailler aussi. La première, c'est le sylvopastoralisme. Donc je vous avais dit que je ne vous parlais pas trop de forêt, mais un petit peu quand même. Sylvopastoralisme dans le cadre de l'enjeu Tétra.
au grand tétra au sein du parc national des Cévennes. Le tétra est très exigeant en termes d'habitat, c'est-à-dire qu'il a besoin à la fois d'une hêtraie sapinière, pas trop vieille, mais surtout avec une strate d'éricacée au sol pour pouvoir manger de la myrtille, de la framboise. Et ces milieux ont tendance à évoluer vers de la hêtraie et à se fermer. Donc la proposition, ça a été de mettre des bovins au sein de ces parcelles pour entretenir. Après, il faut trouver le bon niveau de curseur pour pas que les bovins aient un impact trop négatif sous le strate, mais tout en conservant cette ouverture de milieu. Donc ça, c'est en expérimentation actuellement. On est sur la 2e année et les résultats sont intéressants. Et puis, enfin, un suivi copro, surtout sur les troupeaux transhumants. Donc, avant de transhumer, les grands troupeaux ovins font des traitements parasitaires. On ne sait pas trop, jusqu'à présent, on ne savait pas trop qu'est-ce qui était administré, et quels sont les impacts un peu sur les milieux. Aujourd'hui, il y a une enquête, en fait, c'est une enquête qui a été réalisée auprès des éleveurs pour savoir ce qui était utilisé comme produits, et ce sont très souvent des produits à spectre large dont on n'a pas la garantie d'efficacité. Et en fait, ça a été prouvé par des spectroscopies qu'en fait, les animaux ciblés, le parasite ciblé, pardon, excusez-moi, en particulier la petite douve, passaient au travers des traitements à large spectre. Ceux utilisés, en tout cas, dans certaines estives. Voilà. Alors l'étape suivante, ce sera effectivement d'intervenir auprès des éleveurs pour essayer de cibler un petit peu ces traitements. Voilà, c'est l'étape suivante. Et puis enfin, un inventaire des coléoptères coprophages qui est en cours. Donc on compte les coléoptères dans les bouses. Voilà. Et on s'aperçoit que suivant la pression des troupeaux, c'est-à-dire le nombre de bêtes sur une parcelle, la durée de présence, eh ben, le cortège des coléoptères pouvait évoluer et pouvait avoir des incidences sur les sols, pouvait avoir des incidences sur les végétaux. Voilà. On en est là aussi aujourd'hui. L'expérimentation se poursuit. Merci beaucoup.